Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le trône, encore une fois. Je teste là le live, donc directement sur notre réseau YouTube et sur Facebook, du coup. Et donc, je regarde si ça marche bien, et en même temps, j'en profite pour essayer de voir ce que fait cette vidéo. Alors, ça a l'air de plutôt pas mal se passer, j'espère. Hein, donc, j'espère que vous captez bien. Donc, sur le trône, hein, mes tests rapides, c'est juste pour voir. Donc, je vais faire en fait le montage de cette vidéo. C'est juste le débrief d'une débrief fait par le fil d'actu, par comment elle s'appelle, Ventose, donc Tatiana, donc c'est pas mal puisqu'en fait ça va me permettre de voir si ça marche vraiment bien sur Facebook, si ça marche vraiment bien sur YouTube, et si je suis censuré sur YouTube comme la dernière vidéo, c'est dommage, hein. Donc on est le 2 avril, donc le lendemain de l'allocution, enfin le surlendemain de l'allocution de notre président, et voilà quoi, c'est assez hallucinant. Donc on y va, on va tester, voir. Donc coucou, s'il y a des gens, hein, donc je sais pas s'il y a des gens en même temps. Déjà, ça commence mal, nous rencontrons des problèmes pour lire votre vidéo. Voilà, on va tester, on va voir. Hein. Donc si nous vous attaquons tout de suite, donc la diffusion de la vidéo, donc ça commence en fait par en fait ce que nous fait en ce moment Macron et sa bande. Donc avant on n'osait pas parler de comparatif avec les Allemands parce que les Allemands à l'époque on comparait, on était à 30 000 morts, enfin on n'osait pas comparer, on était à 30 000 morts et on n'en avait que 5 000. Là en fait on a un exemple flagrant, hein, comme d'hab, de notre chère gestion macronienne. Naturellement un bilan de la situation, mais surtout un rappel des grands principes suivis par l'exécutif dans le but de freiner l'épidémie sans nous confiner. Des principes grâce auxquels nous avons pu éviter un confinement, contrairement à nos voisins allemands, subissant, selon Emmanuel Macron, un confinement strict depuis 4 mois. Nous avons tous consenti des efforts importants. Et le virus a continué de circuler. Il circule encore aujourd'hui fortement. Mais là où beaucoup de nos voisins ont décidé de confiner, il y a maintenant 4 mois, nos voisins allemands par exemple. Alors cette déclaration d'Emmanuel Macron est en fait assez approximative. D'abord, il n'y a jamais eu de confinement dur en Allemagne. Les Allemands ont toujours eu le droit de sortir de chez eux, sans limite, sans attestation. Berlin préfère miser sur la limitation des contacts et sur la fermeture des lieux accueillant du public. Une affirmation à la véracité certes discutable, l'Allemagne n'ayant pas vraiment subi de confinement national plus strict que la France, mais là encore, peu importe. L'important étant que si, en l'absence de confinement, et ce au prix d'efforts et de restrictions importantes, nous avons eu des jours de liberté, l'épidémie, elle, est restée sous contrôle, même si le virus a circulé fortement et d'une manière allant en s'accélérant. Voilà, donc ça c'était la première partie, hein, le comparatif, mort de rire. Donc on en est là. Hein. Donc c'est ça, c'est une mensonge en live pour nos chers amis pour la France, quoi. Hein. Donc dans son monde, effectivement, on arrive à cette situation où, tout simplement, on se fout de nous, quoi. On se fout de nous et on nous ment à la gueule. On nous ment. C'est-à-dire qu'il nous sort des fake news. L'Allemagne confinée, stricte. C'est pas ça une fake news? C'est quoi? Ça s'appelle comment, ça? Bref, donc après, bon, c'est vrai, beaucoup vont dire, ouais, mais on ne pouvait pas prévoir, il y a eu ces variants, et surtout variants anglais, justement, allons-y pour le variant anglais. Heureusement, comme il nous l'a dit, un nouvel événement imprévisible est venu depuis le début du mois de mars, rompre cet équilibre et rendre nécessaire de nouvelles mesures. On parle bien sûr ici du variant britannique, dont le développement surprise vient tout chambouler. Et peu importe si dès le 9 février, ce variant représentait 37% des nouveaux cas en Île-de-France et que tous les spécialistes s'accordaient sur le fait qu'il deviendrait en moins d'un mois la forme majoritaire du virus, peu importe si à la mi-février une forte hausse des hospitalisation du fait de ce variant était annoncée comme imminente par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, peu importe si le 19 mars, Jean Castex reconnaissait lui-même que le variant britannique représentait désormais les 3/4 des nouvelles contaminations. Non, c'est seulement aujourd'hui que ce variant menace de faire perdre à Emmanuel Macron son contrôle sur l'épidémie. C'est ça. Donc ça, c'est la partie variant. Hein. Donc l'imprévisibilité. Il nous annonce au 31 mars qu'il y a un nouveau phénomène qui s'appelle le variant anglais.
On continue à le gober ou comment ça se passe? Il nous continue à nous bifler et puis nous on fait oui monsieur, oui monsieur. Mais bon, continuons. J'adore le décryptage, est juste parfait. Merci Tatiana Ventose et l'équipe du fil d'actu, c'est juste parfait. Mais bon, allez, de toute façon, qu'est-ce que nous demande notre leader suprême? Notre leader suprême, il nous dit comme d'habitude de faire des efforts. Il s'avère aujourd'hui nécessaire que les Français fournissent de nouveaux efforts pour que les décisions prises par Emmanuel Macron soient encore plus un succès qu'elles ne le sont aujourd'hui. C'est clair. Ces efforts, en quoi exactement consistent-ils? Pour commencer, c'est avant tout les personnels soignants qui devront en fournir un. Car si ces soignants sont déjà sur le pont sans relâche depuis plus d'un an, il va falloir qu'ils fassent mieux et plus. C'est ça. Pour cela, les étudiants en médecine, les retraités de la santé, la réserve sanitaire seront, selon Emmanuel Macron, mobilisés. Exactement, en fait, comme ils le sont depuis un an. De cette manière, de nouveaux lits de réanimation pourront ouvrir pour que leur nombre soit porté à 10 000, exactement comme cela avait déjà été annoncé par Emmanuel Macron en octobre dernier. Merci. Une augmentation qui se fera bien sûr en prenant les lits d'autres services et en continuant de déprogrammer les autres soins, mais en même temps en continuant de garantir les soins nécessaires à tous, encore une fois, grâce à l'action remarquable des soignants qui devront fournir un effort supplémentaire. Autre effort pour tous les Français cette fois. Afin de maintenir nos libertés, les restrictions s'appliquant aujourd'hui à 19 départements seront étendues à l'ensemble de la France métropolitaine. Le télétravail notamment, qui est sans doute la mesure la plus efficace, selon Emmanuel Macron, sera systématisé. Certes, cette annonce ne veut rien dire, puisque nulle part en France, aujourd'hui, le télétravail n'a été rendu obligatoire. Dans les faits, aucune entreprise n'est contrainte de l'appliquer, et son utilisation depuis le premier confinement a considérablement diminué. Heureusement, Emmanuel Macron a appelé les employeurs et les salariés à y avoir recours. Un appel qui, à n'en pas douter, sera entendu et suivi des faits, ce qui permet de dire que le télétravail va bel et bien être systématisé. Pour le reste, les restrictions de déplacement à plus de 10 km du domicile seront donc étendues à l'ensemble des départements de la métropole, et les rares personnes devant prendre leur voiture pour aller travailler à plus de 10 km de chez elles devront donc être munies d'attestations. Mais pas de panique, puisque pour compenser cela, les très nombreux Français souhaitant rejoindre leur résidence secondaire auront, eux, tout le week-end de Pâques pour le faire. Les Parisiens aisés pourront donc encore une fois amener le virus avec eux en Bretagne ou dans la Creuse, justifiant ainsi l'extension des restrictions à toute la population. Population dont on sait désormais, grâce à Emmanuel Macron, qu'elle compte un certain nombre de militants pour le retour généralisé de l'attestation. Voilà, on en est là, on en est là. C'est chaud quand même, c'est chaud. Donc, mais bon, vous avez tous vu les nouvelles restrictions, mais c'est bien de voir ce regard-là. C'est sympathique, c'est fort. Il faut continuer à regarder comme ça les informations de notre leader suprême. Mais la petite nouveauté, notre fameuse exception culturelle française par rapport au monde entier, l'ouverture des écoles et la gestion des écoles, vous vous rappelez? Nous en arrivons au troisième effort demandé par notre président, celui concernant l'école. Car pour Emmanuel Macron, l'éducation, c'est le combat du siècle. Et avant que vous ne vous demandiez si cette formule est autre chose qu'un slogan vide de sens, cela signifie que pour lui, l'école, ce n'est pas négociable. C'est pour cette raison que depuis septembre, nous sommes l'un des rares pays d'Europe à avoir maintenu les écoles ouvertes, malgré le virus qui nous frappait et qui circulait, mais comme l'a dit Emmanuel Macron, pas plus qu'ailleurs, c'est-à-dire, rappelons-le, fortement, mais de manière contrôlée. Tout ça, on le rappelle aussi, pour assurer la vie et l'avenir de nos enfants. L'école, ce n'est pas négociable. C'est pour cette raison que nous ne l'avons pas fermée malgré le virus, et c'est aussi pour cette raison que nous la fermerons dès la semaine prochaine pour freiner la propagation de ce même virus. Avec au programme le retour des cours en distanciel, on compte sur les enseignants et les parents pour prendre leurs dispositions dans les 3 jours qui viennent, puis 2 semaines de vacances tous en même temps, vacances mais confinés bien sûr, puis une rentrée le 26 avril en présentiel pour les élèves du primaire, mais seulement en distanciel pour les élèves du secondaire qui reprendront en présentiel uniquement une semaine après, le 3 mai, sans doute parce que cette organisation était la plus rationnelle que notre président puisse trouver. Notre protocole sanitaire, c'est un des protocoles les plus respectés d'Europe. Les Anglais le regardent en disant « les Français ont fait quelque chose d'assez extraordinaire avec ça ». D'autres pays s'en inspirent.
On peut être fier là aussi de ce qui a été fait dès le mois de mai en la matière. Mercredi dernier, j'ai été ému mais presque aux larmes en écoutant Blanquer devant l'Assemblée nationale parler du système de l'éducation nationale français, le comparant aux autres. Et il a dit, aujourd'hui les Anglais, beaucoup de gens nous regardent en disant les Français ont été exemplaires. Les petits Américains ont raté l'école pendant un an. Les Italiens 2 ou 3 mois de plus que nous. Les Espagnols aussi, les Anglais beaucoup plus. Donc oui, finalement... Ce système, il a tenu. Ah oui. Nous n'avons plus suffisamment d'enseignants pour assurer l'accueil des élèves. On a des enseignants qui sont malades, d'autres qui sont cas contacts, et il n'y a plus de remplaçants pour les remplacer. On a même eu des cas en début de semaine avec des écoles qui ont ouvert sans enseignants. C'est quelque chose d'assez nouveau. Des décisions certes contraignantes, mais surtout qu'il faut bien que nous comprenions que le président a fait en sorte de prendre le plus tard possible. On en est là. Attitude courageuse, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Non, mais on en est là. C'est notre président qui parle comme ça. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Je suis sur le cul. Je suis sur le cul. Et c'est vrai que, merci. Il y a quand même des gens qui ont les yeux ouverts. Bon, alors vous allez dire, ouais, mais sur le même clic, sur la même personne que tu cites et tout. Je sais pas. Écoutez-les. Parce que quand c'est moi qui parle, il y en a qui disent, ouais, mais c'est Philippe, on sait qui c'est. Et il y a d'autres personnes, en fait, qui parlent et qui disent comme nous. Et donc, on se retrouve effectivement à faire ce genre de choses. Donc, voilà. Et donc, ce qui va nous sauver, comme d'habitude, parce qu'il a quand même parlé de notre moyen de nous sauver, c'est... Et cette solution, c'est la vaccination, qu'il importe aujourd'hui d'accélérer. Exactement. Comment accélérer la vaccination ? Dans un premier temps déjà, avec une stratégie simple, en ayant de plus en plus de doses. C'est con, hein, des doses de fait commandées par l'Union européenne, pas par Emmanuel Macron, et dont les commandes arrivent au compte-gouttes, indépendamment de la volonté d'Emmanuel Macron. Alors qu'il nous a dit que les contrats pourront bien ont sûr été dire tenus. qu'accélérer une chose sur laquelle nous n'avons aucun contrôle et donc aucun instrument d'accélération, ce n'est pas une stratégie. Mais nous sommes un média sérieux et nous ne ferons donc pas ce procès au président de la République. Car en fait, pour accroître le nombre de doses en notre possession, Emmanuel Macron a bel et bien un plan. Ce plan, c'est développer la production sur notre sol pour ne plus dépendre des autres. Alors regardez le développement de la production. Et tant pis s'il prend des années. Tant pis si la future participation à l'effort international de Sanofi, tant vanté par le gouvernement et déjà repoussé à plusieurs reprises, ne concerne a priori que le conditionnement du vaccin, donc l'emballage, et non la fabrication de son principe actif. L'intention, elle, est bel et bien là. En attendant, nous continuerons donc à attendre les doses européennes, sans se poser la question, par exemple, de la pertinence qu'il pourrait y avoir à devancer l'UE sur les commandes d'un vaccin russe a priori efficace, et dont il y a fort à penser que quand l'UE consentira à en commander, elle se trouvera alors loin derrière tout le monde sur une liste d'attente, exactement comme ce fut le cas l'an dernier avec les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca, avec les conséquences que l'on sait sur notre rythme actuel de vaccination. Attendre plus rapidement, de manière accélérée. C'est donc ainsi que l'on pourrait résumer la stratégie vaccinale d'Emmanuel Macron. Voilà. Voilà, c'est une stratégie qui, franchement, c'est ça sa stratégie. Donc on en est là. Bon, on en est là. Donc, si on récapitule bien dans la logique de notre cher président et notre leader suprême, notre sauveur, à qui il faudra voter en 2022 et le repasser pour nous sauver après du Covid, que ce soit directement Le Pen. Donc après la pandémie, ce sera Le Pen. Donc il faudra faut qu'il nous sauve. Et donc c'est ça, on en est là. Donc alors, donc on en est à récapitulation. Donc on va récapituler donc en gros ce qu'il nous a dit notre cher président. Alors je reviens tout de suite, c'est du live, hein, excusez-moi. Hop là, je reviens. Hop. Je reviens, excusez-moi, et ça, c'est les a priori du live. Alors, donc, j'en étais à récapitulons donc la logique de notre président. Donc, merci encore Tatiana pour ça. Voilà. Et nous allons accélérer à mesure que les doses seront livrées. Voilà. C'est d'ailleurs à cette fin que le président a pris une mesure phare, la mise en place à venir d'un numéro de téléphone spécial, permettant de prendre rendez-vous auprès des centres de vaccination. Alors, j'ai entendu à la radio, je fais une petite pause, excusez-moi Tatiana, mais je fais une petite pause sur cette vidéo, car ce matin à la radio, j'avais un monsieur, 75 ans, qui appelait pour témoigner, hein, donc il demandait, excusez-nous, on pourrait avoir le numéro de téléphone cité par ça ? Les propres journalistes, la spécialiste invitée pour débriefer version BFM et compagnie, n'avaient pas le numéro.
Et, pire, en fait, le numéro existant, en fait, ce n'est pas un numéro d'appel direct. C'est la sécurité sociale qui va vérifier que vous avez bien été appelé, contacté ou procéduré pour vous proposer le vaccin, quand vous avez un certain âge. 75 ans, le monsieur. Hein. Donc, c'est la Sécu qui doit appeler. Et si ce n'est pas le cas, c'est là on vous donnera un numéro de rappel si la Sécu vous a appelé. Mais pour ça, il faut que la Sécu vous appelle. Mais la Sécu vous appelle que si l'ARS, vous êtes signalé de l'ARS à la Sécu. Donc, c'est un circuit, c'est pas un numéro vert. Ça aurait été un numéro vert, ça aurait été plus simple. Non, c'est la Sécu qui vous appelle sur demande de l'ARS pour vérifier que vous avez bien été convoqué. Encore aujourd'hui, ce matin, les gens étaient un peu gênés. Oui, alors espérons que ça se passe bien, bonne chance. On en était là. Bref, je laisse continuer. Une mesure ambitieuse permettant d'envisager l'avenir avec sérénité. Voilà. Et sans doute, au final, est-ce là ce qu'il faut retenir de l'allocution d'Emmanuel Macron ? Un message d'espoir. Voilà. Emmanuel Macron l'a dit, et il n'y a aucune raison de ne pas le croire. Exactement. Grâce à la mise en place dans les départements les moins touchés par l'épidémie, des mesures qui n'ont pas réussi à la freiner suffisamment dans les départements les plus touchés, grâce à l'effort supplémentaire que fourniront les soignants, grâce à une fermeture des écoles au nom de la continuité éducative, et surtout grâce à la vaccination d'ici à la fin de l'été via un vaccin dont nous attendons les doses, nous serons en mesure de rouvrir les lieux de culture et certaines terrasses d'ici mi-mai, puis de retrouver nos cafés, nos restaurants et nos loisirs d'ici le début de l'été. D'aucuns rappelleront que cet hiver déjà, le chef de l'État nous annonçait la réouverture des bars et des restaurants pour le 20 janvier, puis qu'on a ensuite parlé de mi-février, puis de Pâques, et qu'à chaque fois, cela n'a pas eu lieu. Exactement. La différence, c'est que depuis, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, nous avons appris de nos erreurs et nous nous sommes améliorés. Voilà. À chaque fois, mais on a fait des erreurs, mais je n'ai... Enfin, il y a une vidéo où il est en meeting, je ne sais plus où, entouré de gardes du corps et de l'armée, pour dire que je n'ai pas à me remettre en cause, ni exprimer des regrets sur ma stratégie, etc. Je vais retrouver la vidéo pour la prochaine. Donc, voilà. Mais on en est là, quoi. On en est là. Et donc, tout ça pour, finalement, qui va assumer ses responsabilités ? Qui va être là pour dire, OK... Enfin, moi, déjà, comme je dis souvent, on a déjà décapité des têtes dans le passé pour moins que ça. Mais décapité littéralement. À l'époque, c'était pour des raisons, on avait faim. L'équivalent des gilets jaunes aujourd'hui. J'exagère, le raccourci est facile, j'avoue. Mais, donc, qui assumera ? Surtout, nous rappellerons ici qu'en politique, les promesses engagent avant tout ceux qui les croient. Voilà. Dès lors, il est un peu de la responsabilité de chacun d'assurer la réussite d'Emmanuel Macron. Exactement. Et c'est d'ailleurs très sérieusement que son allocution se conclut exactement sur cette idée. Le succès de la stratégie d'Emmanuel Macron dépend de chacun d'entre nous. Voilà. Alors oui, aujourd'hui, pour le mois qui vient, il nous faut nous mobiliser. Nous mobiliser parce que le succès de ce mois d'avril. J'ai tout foiré dans mes décisions, mais à vous d'assumer. De chacun d'entre nous, voilà, de notre esprit de responsabilité. Quand ça merde, c'est nous. Quand c'est moi. C'est ainsi que nous pourrons rebâtir ce chemin d'espoir. C'est ça. Celui qui nous permettra de retrouver progressivement une vie normale. Celui qui nous permettra aussi de tirer ensemble toutes les leçons. J'ai déjà entendu ça quelque part. De cette épreuve. Si sa stratégie échoue, ce ne sera donc pas parce qu'elle était imparfaite, ce sera avant tout du fait de la responsabilité de chacun. Chaque Français sera un peu coupable de cet échec et il ne sera pas la peine d'aller demander des comptes. Voilà. Le président a fait ce qu'il avait à faire, une allocution. Maintenant, c'est à nous tous de faire en sorte que cela marche. Alors, au travail, on compte sur vous les feignants, on compte sur vous les Gaulois réfractaires, on compte sur vous les 60 millions de procureurs. Voilà. Donc là, c'est les mots dits exactement sortis de la bouche de notre cher président et de sa Macronie, ce qu'elle vient de citer là. Et encore, juste avant, on avait les Sandans de l'époque de Hollande, et c'était déjà Macron en ministre de l'économie. Et les inutiles, les machins, bref, la France avec laquelle je parle, etc., c'est pas ces Français-là, tu vois. Traverser la rue pour aller chercher un boulot. Bref, vous avez des vidéos qui font l'énumération de pourquoi je n'aime pas Macron, déjà avant la pandémie. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'elle a fait. J'adore, franchement. J'invite à vous abonner tous à ce média, donc le fil d'actu, parce que c'est juste monstrueux, quoi. C'est, comme ils disent, leur liberté d'expression vient du fait qu'ils ne dépendent pas des 9 milliardaires français qui détiennent toute la communication écrite,
télévisuel, verbal, radio, etc. Hein. Donc voilà, c'était un petit briefing pour tester donc le live. Alors je sais pas, oui le débrief, 19 minutes la vidéo, 20 minutes exactement. Alors j'ai une erreur sur Facebook. Est-ce que je vais me faire censurer sur YouTube? Mais bon, l'avantage c'est que ça m'a permis de tester, et si ça marche vraiment, je planifierai en prévenant des gens, et j'aimerais bien faire un de ces quatre, un vrai live, avec des gens qui discutent en même temps, hein, qui envoient des commentaires, comme un vrai live, quoi. Bon, après, j'avoue que je m'avance dans les trucs, faut aller sur YouTube, en même temps sur Facebook, waouh, donc il y a des trucs genre Twitter, c'est pas... c'est d'autres médias où effectivement nos chers politiques commencent à y aller parce que les élections approchent. Bref, donc voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide, ça se trouve elle va foirer, donc je suis en train d'enregistrer ça pour rien. Si ça marche, tant mieux. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à m'insulter si ça vous plaît pas, ou à me dire si ça vous plaît. Parce que ce serait cool effectivement de faire du live avec des commentaires en direct. Voilà, c'est juste un petit shot comme ça, de petits 20 minutes là. Donc je rajoute à la vidéo, donc le débriefing du débriefing fait par le fil d'actu et Tatiana Ventose. Voilà, merci, à très vite.